Et on va parler de la Corée du Nord ce soir. En 2019, la poignée de main chaleureuse entre Kim Jong-un et Donald Trump avait fait le tour du monde. 5 ans après, l'espoir d'une paix entre les deux Corées a laissé place au discours guerrier du dirigeant nord-coréen. Nous allons tenter de comprendre quelle est la stratégie de Kim Jong-un avec Juliette Morillo. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes coréanologue, vous êtes spécialiste de la péninsule et vous avez enseigné à Séoul. Votre livre, le voici, La Corée du Nord, l'obsession nucléaire en 100 questions. C'est aux éditions Talendier et c'est avec Dorian Malovic. La première question pour commencer, on va voir des images. Alors, il n'y a pas d'essai nucléaire aujourd'hui, mais tout de même, il y a toujours cet affichage, en l'occurrence des photos du leader nord-coréen, arme à la main. Que vous inspire cette image ? Eh bien, c'est un leitmotiv pour la Corée. D'ailleurs, en Corée du Nord, quand on y va, on se sent immédiatement dans un tout petit pays assiégé. On a véritablement l'impression que c'est un pays en guérilla permanente, à quel que soit le niveau des personnes que l'on rencontre. Ils se sentent prêts à être attaqués, à être détruits, et il y a un besoin de se défendre. Et c'est un leitmotiv depuis l'origine, depuis Kim Il-sung qui a fondé le pays en 1948. La Corée du Nord veut se défendre, et toute son histoire finalement se résume à un proverbe qui dit que quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu. En l'occurrence, c'est la Corée. C'est-à-dire que quand les baleines se battent, les grandes puissances, donc là on parle de la Chine, on parle des États-Unis, on parle de la Russie aussi aujourd'hui, eh bien la crevette est au milieu. Donc la petite crevette, elle a peur d'être envahie, elle a peur d'être détruite et elle a besoin de l'arme nucléaire, de son armée pour se défendre. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est la première fois, je parle sous votre contrôle, que Kim Jong-un, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, a déclaré ennemi prioritaire le voisin sud-coréen. Oui, alors ça, c'est un tournant absolument énorme qui est passé un petit peu inaperçu en Occident, parce que depuis le début, ce qui était important, c'est que les Nord-Coréens souhaitaient la réunification, lointaine peut-être, mais une réunification avec la Corée du Sud, et les voisins sud-coréens étaient considérés comme des frères. Et puis là, maintenant, tout ça, ça a été éliminé, un tournant radical a été pris, parce que là, Kim Jong-un s'éloigne radicalement de la politique qui a été menée par son père, Kim Jong-il, mais également Kim Il-sung. Alors, pour plein de raisons... Alors qu'il a serré la main, on le disait, on va revoir l'image à Donald Trump. L'image, à l'époque, paraissait totalement surréaliste. Il s'était invectivé pendant des mois. Rocketman d'un côté, il y avait des insultes aussi du côté... Jusqu'alors, c'était les États-Unis qui permettaient aussi de cimenter le peuple derrière une menace extérieure. Et aujourd'hui, on a l'impression un petit peu que Kim Jong-un a besoin de recimenter son peuple derrière une menace plus forte. Ouais, mais pourquoi ? C'est l'invasion russe de l'Ukraine qui a changé la donne ? Alors, ça s'est pas fait, non, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que il faut remonter à 2019, à cette fameuse poignée de main, mais aussi au sommet de Hanoï, qui était un échec. Là, les Nord-Coréens ont été violemment humiliés. Ils ont fait des propositions que jamais ils n'avaient faites jusqu'ici. Ils avaient proposé en 2018 à Donald Trump de démanteler l'Institut nucléaire, donc toute la recherche nucléaire et balistique du pays. Ils ont proposé également de démanteler la centrale nucléaire de Yongbyon. Et en échange, ils espéraient une levée des sanctions. Et puis tout ça a été... Donc l'Occident a raté une occasion ? Probablement. En effet, je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure des efforts que la Corée du Nord faisait. Et je pense qu'en rentrant à Pyongyang, Kim Jong-un s'est dit, c'est terminé, cette fois-ci on ne fait plus confiance à qui que ce soit et on change absolument notre politique. Et quelques mois plus tard, en septembre 2022, donc un an plus tard, a été par exemple issue une nouvelle doctrine nucléaire. Et cette doctrine nucléaire fait un petit peu peur parce qu'on ne parle plus, par exemple, de dissuasion pour les fameuses crevettes et les baleines, l'histoire. On ne parle plus de frappe préemptive, mais de frappe préventive avec l'arme nucléaire, avec des mots qui font un petit peu peur, puisque les Nord-Coréens se réservent le droit de juger. Il y a un mot nord-coréen pour ça, on dit pandanhada. Ça veut dire juger, estimer le danger d'une situation pour appuyer sur le bouton nucléaire. Évidemment, on ne connaît pas précisément cette ligne rouge. Des questions très simples dans
votre livre. D'abord, la Corée du Nord a-t-elle l'arme nucléaire, la bombe atomique? Oui, bien sûr. Je pense que l'Occident, pendant des années, s'est mis la tête dans le sable et n'a pas voulu reconnaître. Ils ont procédé à 6 essais nucléaires. Ils ont des missiles balistiques aussi, qui sont des missiles à courte portée, à moyenne portée, intercontinentaux, des missiles de croisière également. Ils ont tout l'arsenal et puis ce qui leur manque, peut-être, la Russie est là pour apporter des éléments technologiques nouveaux. Oui. Les missiles nord-coréens peuvent-ils atteindre les États-Unis? Oui. Oui, ils peuvent atteindre les États-Unis. Ils peuvent également atteindre la Corée du Sud, mais la question devrait être plutôt, est-ce qu'ils veulent véritablement une guerre? En fait, la Corée du Nord, les Nord-Coréens veulent avant tout leur propre survie. Ils veulent la survie du régime. Ils veulent la puissance de leur peuple. Ils savent très bien qu'en attaquant, par exemple, la Corée du Sud ou les États-Unis, ils seraient annihilés. C'est la fin de l'histoire et c'est la fin du régime. On va s'intéresser à une femme. Ça peut paraître étonnant, mais elle ne fait pas partie de la dynastie. Elle n'est pas de la famille. Il n'y a pas de lien de sang biologique. C'est Choe Son-hui, l'une des femmes, dites-vous, les plus puissantes de Corée du Nord. Elle est ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, mais encore. Alors, en effet, quand on pense aux femmes nord-coréennes, on pense à Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un. On pense à Kim Joo-hae, la petite fille aux bonnes joues qui l'accompagne lors des lancements de missiles. Elle doit avoir à peu près 13 ans actuellement. Et on oublie une petite femme qui a des cheveux courts, un petit peu ronde, souvent en tailleur. Voilà, on la voit à l'image. Et si on regarde bien tous les voyages de Kim Jong-un, toutes les rencontres à un haut niveau, et y compris les réunions à 6 qui, dans les années 90-2000, permettaient à la Chine, à la Russie, à la Corée du Nord, à la Corée du Sud, au Japon, de se rencontrer, elle était présente. À l'origine, c'était une interprète. Et puis, elle a une histoire un petit peu extraordinaire, parce que c'est une orpheline. On ne sait pas très bien si son père était un espion. Elle a été adoptée par un haut gradé, un haut fonctionnaire de l'administration nord-coréenne. Et elle a un parcours absolument incroyable, époustouflant, puisqu'elle est ministre des Affaires étrangères. Elle est toujours là, elle était là à tous les grands sommets, que ce soit à Singapour, à Hanoï. Et c'est une des personnes en qui Kim Jong-un a le plus confiance, et là où c'est très très réussi, c'est qu'il n'y a pas de rivalité. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une rivalité avec la sœur, avec Kim Yo-jong? Non, parce qu'elle est assez discrète et elle sait s'effacer et elle fonctionne un petit peu en binôme l'une et l'autre. Et elle est là. Donc elle a une véritable force. Depuis 2 ans, on est en train de commettre peut-être l'écueil, et je parle sous votre contrôle dans ce grand angle qu'on fait souvent sur la Corée du Nord. On parle de géopolitique, on ne parle pas de l'échelle humaine, des femmes, des hommes, des enfants nord-coréens. Smartphones et Internet font-ils partie du quotidien de la population, oui ou non? Alors, ils font partie du quotidien, oui, mais c'est un Internet qui ressemble plutôt à un intranet, qui est sous contrôle total de la Corée du Nord. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kim Jong-un voudrait lancer des satellites de communication, parce qu'il voudrait être capable de contrôler complètement son Internet sans passer par des canaux, c'est un petit peu technique, qui passent par la Russie ou par la Chine. Il voudrait avoir tout ça en main. Donc oui, il y a dans la rue les mêmes réflexes que chez nous. On regarde son téléphone portable pour un oui, pour un non, mais l'Internet est une forme d'intranet. Et la question des badges, les Nord-Coréens sont-ils équipés de badges? Oui, ils ont des badges, bien évidemment, que l'on doit porter. Alors, sauf, bien évidemment, là, on voit que Kim Jong-un, sur le livre, a un badge avec son père et son grand-père, mais les membres de la famille Kim ne sont pas tenus de porter ce badge. En revanche, tous les autres Nord-Coréens doivent le porter, et très correctement. C'est-à-dire, on le porte sur le revers de la veste, sur le cœur, et on dit que certains jeunes veulent être un petit peu à la mode, le portent de travers, mais c'est très mal vu. Vous aviez écrit la Corée du Sud en 100 questions, j'ai bien dit la Corée du Sud précédemment. Quelle est aujourd'hui la position officielle du gouvernement de Séoul? Est-ce qu'il a lui aussi abandonné le rêve de réunification entre les deux peuples frères? En effet, la Corée du Nord a abandonné. Kim Jong-un a dit que c'était une erreur de penser à la réunification. Je pense que finalement, en Corée du Sud, ce sera peut-être la Corée du Sud qui maintenant, paradoxalement, va porter cette image d'un peuple unique qui était quand même le ciment. Souvenons-nous de toutes ces images où on voyait Kim Jong-un et Moon Jae-in, donc le prédécesseur démocrate, qui se serraient la main devant des symboles éminemment coréens.
coréen avec une descendance d'un ancêtre unique coréen. Peut-être que maintenant que les Nord-Coréens s'éloignent de ça, peut-être que cette image du Coréen de la Corée, c'est la Corée du Sud qui la portera. Merci beaucoup Juliette Murillo d'être venue nous parler de la Corée du Nord sur notre plateau, l'obsession nucléaire. C'est sans question un livre passionnant, avec plein de questions, notamment aussi sur l'histoire et les rapports entre la France et la Corée du Nord. Merci d'être venue sur notre plateau.